Alors Xavier Fontanet, pouvez-vous nous donner votre vision du succès de ce modèle français de l'actionnariat salarié que vient de décrire Philippe, qui participe à la performance des entreprises, et notamment celles qui seront primées aujourd'hui, et nous décrire également les menaces qui pèsent selon vous sur ce système? Bon, bah écoutez, merci de nous avoir invités, et puis merci d'organiser ces réunions, parce que je pense que dans cette période, c'est vraiment une œuvre très utile de rassembler tous les gens qui participent à l'actionnariat salarié ou y réfléchissent. Écoutez, moi je vais surtout vous peut-être commencer par une petite perspective historique ou philosophique. En fait, le vrai sujet, c'est savoir si le capital et le travail, les intérêts, ils sont opposés ou est-ce qu'ils sont harmonieux. Hein, c'est la grande question. Alors je crois que ça s'est posé de tout temps. On peut dire qu'il y a 150 années, quand c'était le moment de la fondation des Silors, c'était les débats entre Bastiat et Proudhon, où Bastiat pensait évidemment qu'on ne peut pas avoir de travail sans qu'il y ait du capital. Donc l'employé, en fait, il a besoin de capital. Et le capitaliste a besoin d'employés, sinon il ne peut pas travailler. Donc en fait, l'un a besoin de l'autre. Mais les choses ont commencé à évoluer en disant qu'il pouvait y avoir harmonie entre les deux. Et en fait, c'était Proudhon et Bastiat. Bastiat pensait qu'il y avait harmonie. Et Proudhon, lui, a dit au fond, je vais lancer l'actionnariat salarié, puisque c'est lui qui a lancé les coopératives ouvrières. Et donc, c'est sûr que Essilor, qui a 150 ans d'histoire, ça a débuté à ce moment-là. C'était des fourriéristes. C'était des gens qui disaient, bah, écoutez, on est des ouvriers, mais on va montrer qu'on peut être capitaliste. Hein. Donc, les choses ont commencé à évoluer. Pour les Français, la grande période importante, ça a été De Gaulle, la participation. Hein, donc, l'idée qu'il faut que le propriétaire d'une société associe les collaborateurs aux résultats de l'entreprise. Donc ça, c'est une très grande avancée. Il faut voir honnêtement, malgré le respect immense que j'ai pour le général de Gaulle, qu'il y a une limite à la participation parce que c'est carrément de la spoliation. Si un homme politique qui n'a pas un centime dans une action, dans une société, décrète le montant qu'on verse en participation, c'est la spoliation de l'actionnaire. Hein, bon. Donc c'était une bonne idée pour démarrer l'idée de l'association, mais je pense que la voie royale de l'association, c'est évidemment l'actionnariat salarié. L'étape suivante, c'est évidemment permettre au personnel d'acquérir des actions et de bénéficier des résultats parce qu'il a pris le risque de l'actionnariat. Hein. Il est évident que la justification du profit, c'est la prise de risque, hein, puisque en fait un salaire est versé qu'il y ait une perte ou un résultat. Donc on va dire que dans un premier temps, le salaire, il n'y a pas de risque. Donc c'est normal que la personne qui a pris le risque de ne pas être rémunéré en cas de perte et le résultat si l'entreprise est rentable. Donc, évidemment, l'actionnariat salarié, c'est la sortie royale, c'est la voie royale, à mon avis, pour l'économie aujourd'hui, surtout après la crise. Alors, je voulais faire des témoignages surtout en quoi l'actionnariat salarié change les choses. Et donc, Essilor, évidemment, a 150 ans d'expérience d'actionnariat salarié. Je pense que c'est l'entreprise qui a la plus grande ancienneté. Elle a vécu cette grande aventure. Alors pour moi, si vous voulez, ça change beaucoup de choses. Comme je l'ai expliqué, ça clarifie d'abord les notions de profit et de salaire, les notions de risque. Hein. Et donc, il est évident que pour pouvoir bénéficier des résultats, il faut avoir pris le risque. Alors on ne va pas demander à tout le monde de prendre les risques. Hein. Il est tout à fait normal que certaines personnes disent non, ouais, je ne veux pas prendre de risques. Bon, mais à ce moment-là, on ne parle plus d'intéressement. On parle plus d'intéressement, oui, mais plus de participation au résultat, si on avait pris le risque. Donc je pense dans une entreprise, c'est très sain, parce que ça clarifie à ceux qui prennent le risque entrepreneurial et ceux qui ne le prennent pas. Il n'y a pas de problème, mais simplement ça clarifie les choses. Donc je crois que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça change complètement la relation entre l'employé, qu'on va appeler collaborateur, qui devient actionnaire, et l'entreprise. Je me rappellerai toute ma vie le jour où, chez Essilor, on a annoncé en Inde que les Indiens pouvaient de rentrer dans Valoptech. Alors moi j'étais là, je me rappelle, ils sont montés sur les tables, ils ont applaudi 18 minutes. 18 minutes. Je ne pouvais pas savoir ce que c'est que 18 minutes qu'ils applaudissent. Et on s'est amusé à mettre le lendemain des caméras chez Essilor Inde, et tous les gens disaient, écoutez, nous maintenant, on est actionnaires. Alors, à vrai dire, ils avaient des toutes petites parties du capital, hein, mais c'est pas grave du tout, parce qu'ils ont le temps devant eux, ils ont dit, maintenant, l'entreprise, on est chez nous, on a notre mot à dire, on pourra un jour envoyer un administrateur au conseil d'administration, et donc ça a complètement changé l'attitude. Ça change aussi le rapport du patron à l'employé, parce que moi je sais que donc j'ai vécu ça, et si vous voulez, moi je me sentais responsable de l'argent des collaborateurs. Hein, puisque bon, les collaborateurs ont mis des sommes énormes, hein, vu la capi d'Essilor, les masses qui sont mises, il y a beaucoup de zéros. Hein, bon. Et donc j'avais toujours au fond de moi l'idée que je suis responsable moi-même de l'argent des collaborateurs. Et ça change absolument tout. Et on a chaque année, si vous voulez, chez Essilor, on vote, les employés votent. Alors ça n'a pas de caractère juridique, mais c'est un caractère, on va dire, moral, qui est encore beaucoup plus important. C'est les votes qu'on fait sur le soutien de la politique
c'est un poids humain colossal. Hein. Et donc, ça change beaucoup le dirigeant. Alors, le dirigeant se rend compte tout seul, d'ailleurs, qu'il est obligé d'informer. Qu'à partir du moment où ses collaborateurs sont actionnaires et mettent le risque, de prendre le risque, ils ont le droit d'être informés et on a le devoir de les informer. Et donc je pense que la deuxième idée, si vous voulez, c'est que l'actionnariat salarié, c'est fondamental sur l'information. Hein. Ça autorise le personnel à être exigeant dans l'information qu'on donne et ça pousse le management à informer. Ce qui est un truc extrêmement fructueux parce que quand vous avez des gens intelligents qui ont pris des risques, les discussions que vous avez entre dirigeants et collaborateurs dans le cadre de l'actionnariat salarié sont fascinantes, parce que c'est rempli d'idées. C'est un complément extraordinaire de ce que peut apporter un conseil d'administration. Parce que là, vraiment, on a l'ancrage du terrain. Vous voyez, hein. Donc, je pense que c'est évidemment un des éléments du succès d'Essilor, d'avoir sur très très longue période, à grosse dose, joué l'actionnariat salarié. Alors, on participe aussi à la création de valeur. Si vous voulez, personne ne peut savoir. Vous savez, il y a des tas de graphiques qui disent c'est le capital qui prend la valeur, c'est le travail qui la prend, le travail la perd. Vous savez, les grands graphiques à long terme par des salaires dans la valeur ajoutée. Alors déjà, on mélange valeur ajoutée et capital. Bon, ça c'est déjà pas mal, mais c'est un sujet que personne ne sait, dans les 20 ans qui viennent, où la création de valeur va aller. Est-ce qu'elle est dans les salaires ou dans le capital? La meilleure façon, c'est d'être des deux côtés. Donc la meilleure façon, c'est d'être à la fois actionnaire et salarié. Et à ce moment-là, on peut dire que les risques de mutation de la distribution du profit, elles sont complètement neutralisées. Donc c'est un très gros avantage parce que les économistes, c'est pas les économistes qui vont dire où ça va aller. Hein. Je pense qu'ils sont pas capables. Et donc en tant que businessman, je pense qu'il faut encourager nos employés à aller au capital. Alors il y a un autre intérêt de l'actionnariat salarié, c'est que vous savez, il y a tout le problème du court terme et du long terme. C'est très difficile d'arbitrer le court terme et le long terme. Et l'actionnariat salarié vous permet automatiquement et naturellement de le faire, puisqu'on sait très bien que un sacrifice temporaire, on serre un peu les boulons d'un budget, on fait des petits efforts sur les salaires, il est récompensé sur le long terme. Donc les arbitrages court terme, long terme, vous les réglez complètement avec cette histoire-là. Vous voyez? Bon. Donc, dans une affaire multinationale, vous voyez, on va dire les Français. Les Français ont permis de monter l'Essilor mondial. Et puis, quand Essilor a commencé à pousser en dehors des frontières, ben évidemment, on a demandé des sacrifices aux Français. Par exemple, ils n'ont pas eu le droit de réinvestir tout leur argent, puisqu'on mettait tout l'argent en Europe, puis après, tout l'argent européen est parti en Asie et aux États-Unis pour pousser un Essilor mondial. L'actionnariat salarié permet aux actionnaires français qui, après tout, ont monté la boutique, de bénéficier de la mondialisation. Vous voyez? Et donc, c'est un facteur de lien et de montrer que dans une multinationale, les intérêts de chaque pays sont en fait harmonieux. Vous voyez? Et donc, cet actionnariat salarié, pour moi, ça règle absolument tous les sujets. Alors, évidemment, ça réduit les risques d'OPA, hein, puisque la maison comme Essilor n'est pas contrôlée, puisque c'est les actionnaires salariés qui ont entre 15 et 20 des droits de vote. Si on prend tous les droits de vote, c'est pas beaucoup, en fait. Hein, l'affaire est opéable. Alors, c'est 3 fois plus que le plus gros indépendant. Vous voyez? Donc, la légitimité, c'est que sur une période de 150 ans, on a toujours été le plus gros actionnaire, et aujourd'hui, on est 3 fois plus gros que le numéro 2, et on reste. Et donc ça donne une légitimité morale. Donc la loi ne reconnaît pas ça. Et donc moi j'étais toujours pour les droits de vote double, droits de vote quadruple, droits de vote, si on garde ces actions, mettons, à 10 ans, ben on est quadruple, et puis au bout de 20 ans, on a 8 fois le droit de vote. Bon, évidemment le stock market vous désingue, mais je pense que l'histoire montrera qu'on a raison. Hein, bon, pas grave. Et puis l'actionnariat salarié, si vous voulez, ça sert aussi aux retraites. Hein. Alors, tout le monde comprend que, évidemment, une construction, nos hommes politiques de gauche et de droite ne comprennent pas qu'un principe de répartition est contradictoire avec le vieillissement. C'est contradictoire. Bon, gauche et droite, ils sont pas, c'est complètement débile. Le monde entier est comme ça. Évidemment, la solution, c'est les actions. C'est des actions. C'est la solution. Bon. Eh bien, l'actionnariat salarié est une solution naturelle, une fois de plus, à ces problèmes de retraite. Donc, vous prenez le problème sous tous les angles, c'est vraiment la solution. Alors, les politiques français sont pas chauds. Moi, pendant les 15 ans d'Essilor, j'ai dû gauche et droite, hein, donc on les a tous entendus. Et ils me disaient, aussi bien les présidents de gauche, puisque c'est au niveau présidentiel, que de droite, ils me disaient, écoutez, Fontanet, avec votre système, vous voulez que les gens perdent à la fois leur job et leur fortune. Bon, donc il faut savoir que l'actionnariat salarié, ce n'est pas aimé. Ce n'est pas défendu par les politiques. Alors j'essaie d'aller plus loin quand c'était possible de discuter, parce que c'est pas toujours très facile. Évidemment, un député, il a surtout les mauvaises nouvelles. Et il reçoit, c'est pas des gens comme Essilor qui vont les pleurnicher, puisque ça tourne. Et donc les députés ne voient que les gens qui sont dans le mal. Et donc ils ne voient que la mauvaise facette.
Et comme ils ne sont pas entrepreneurs, ils travaillent dans les boîtes, ils sont incapables de comprendre intellectuellement et dans leur trip, ce qui est encore plus important, l'apport d'un actionnaire salarié pour une stratégie. Et donc, je pense que c'est toute la tâche qu'on fait ensemble, qui consiste à se mettre ensemble, à rassembler les expériences. Et c'est un travail extrêmement important parce que c'est en s'unifiant, en allant tous ensemble, chacun avec ses spécificités, c'est comme ça que ça ira. Alors, évidemment, les hommes politiques ont pensé qu'en faisant rentrer les employés au conseil, c'était une façon d'aider l'actionnaire salarié. Alors moi, je veux dire, c'est exactement l'inverse. Puisque des gens comme Essilor, on a passé notre temps, 150 ans, à dire que pour aller au conseil, il faut mettre du cash. Puis là, d'un seul coup, pof. Alors, c'est très bien qu'on favorise les rapports qu'on mette les salariés au conseil. Alors moi, j'ai demandé qu'on mette des patrons au conseil des ministres. Vous voyez, il faudrait qu'en échange de la loi, puisqu'on fait ça, on met 2 patrons tous les mercredis au Conseil des ministres. Il n'y a pas de raison, au fond, hein, ce serait une loi. Donc je pense que ce serait une thème que vous devriez pousser, en disant, écoutez, on est d'accord pour les accueillir, vous en collez. Parce que, vous voyez, c'est le problème, on fait des lois qu'on ne s'applique pas soi-même, vous voyez. Et moi, j'aime bien Kant, il ne faut jamais faire un truc à l'autre qu'on ne se ferait pas soi-même. Donc vous allez prendre l'idée de mettre des présidents au Conseil des ministres, ce sera très très bien. Bon, alors en fait, pourquoi pas, il ne faut pas être contre non plus, c'est une très très bonne idée. Et là, c'est l'avis personnel de XF, hein. Donc c'est pas Essilor, c'est moi mon petit avis à moi. Bon, alors simplement, moi, je suis beaucoup plus concret. Moi, je pense que la situation est beaucoup plus grave que vous croyez tous, parce que aujourd'hui, avec la fiscalité, si vous voulez. Alors, je note avec intérêt les remises qui ont été données pour fidélité. Hein, il y a quand même dans la loi de finances un truc qui est incontestable. Les remises de 65% pour des durées de détention de 8 ans, on est obligé de dire que ça c'est une très très grande avancée. Hein. Bon, il n'en reste pas moins que même après les remises, les taux sont au-dessus de tout ce qui se fait dans le monde. Hein. La taux de taxation de plus-value, c'est largement, quand vous comptez tout, au-dessus de tout ce qui se fait partout. Donc, il y a une avancée puisqu'on passe de 64% à mettons, 32-33, mais les taux de plus-value, c'est en général entre 20 et 25 dans tous les pays. Donc, on est quand même beaucoup, beaucoup plus taxé. Mais le problème qui est épouvantable, c'est l'ISF. Parce que dès qu'une entreprise réussit, si vous voulez, elle a évidemment un PIB élevé. Elle a évidemment un taux de distribution bas, hein, puisque pour avoir un grand taux de croissance, il faut des dividendes bas, de façon à pas endetter l'entreprise. Donc des gens vertueux comme, mettons Essilor, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de cas, quand vous avez un PIB élevé, un petit dividende, le dividende après impôt ne paye pas l'ISF. Donc si vous prenez par exemple Essilor, on va être très simple, un dividende à 90 centimes d'euros, mettons, taxé à 45, on va dire qu'il reste 40, une action à 80, si on fait 1,5, on est à 1,2, 1,2 moins 40, ça fait 0,8, mais ça c'est 0,8 après impôt. Donc ça peut aller jusqu'à 1,5 d'impôt. Donc vous êtes actionnaire salarié, vous mettez tout votre risque, et puis chaque année vous devez payer 1,5 € d'impôt pour rester actionnaire. On marche sur la tête. Donc je pense qu'il faut quand même que vous le disiez. Rassurez-vous, je vais tenir mes horaires. Donc là, je crois qu'on se moque du monde, on se moque de l'actionnaire salarié. Hein. Et donc, alors je reste que sur ce sujet, c'est le sujet fondamental. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai proposé. Essilor a été à l'origine de l'idée de la fidélité, hein, puisqu'Aïcha, vous vous rappelez très bien, on était nous-mêmes au niveau de l'Élysée et de Cahuzac à l'époque Moscovici, l'idée de donner une récompense à la fidélité, et donc l'idée qui a été incarnée, je pense qu'on a, Aïcha, et Essilor, on a une petite bout de la propriété, l'autre qui a beaucoup poussé, c'est Yvon Gattaz, au titre des entreprises familiales. Donc moi, je pousse beaucoup l'idée que, en fait, l'actionnaire salarié, c'est des enfants qui se recréent la famille. Vous voyez, on est orphelin, on se crée des parents. Hein, et je pense qu'il faut se rapprocher des entreprises familiales parce que c'est exactement la même logique. Et donc, moi, ma idée est la suivante, c'est dire que pour l'actionnaire salarié, les actions qu'on a mises, c'est dans l'outil de travail. Et donc, moi, je suggère de reprendre l'idée suivante, c'est que le gouvernement a fait un truc très bien avec la fidélité sur la plus-value. Eh bien, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. On va dire que sur le capital, pour un actionnaire salarié, toutes les actions détenues de plus de 8 ans sortent de l'ISF. Et au fond, 8 ans, c'est un très bon nombre. C'est une mesure de fidélité. Vous avez une splendide idée avec cette déduction des plus-values pour des actions fidèles. Eh bien, allons, ne vous arrêtez pas en si bon chemin et ajoutons le capital. Ça sauvera, à mon avis, l'actionnaire salarié, parce que pour l'instant, il a été abîmé. C'est très très clair. La loi de finances, malgré la déduction de fidélité, abîme la situation de façon importante. Alors, il faut évidemment appliquer aux employés et aux retraités. Hein, parce qu'il ne faut pas que vous travaillez, puis le jour où vous êtes retraité, pop, on pique tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein.
si on regarde vraiment. Hein. Bon. Alors, je pense que ce que vous faites, c'est extrêmement important. Je crois que c'est extrêmement précieux, l'actionnariat salarié. Vous avez compris que nous, on est tous absolument convaincus que c'est la solution. Et je crois que je voudrais vous remercier tous d'avoir organisé ces réunions, parce que c'est la façon de mettre toutes les idées ensemble et de pousser ensemble. Parce que je crois que ce qu'il faut, c'est chasser en meute. On est tous différents, mais quelque part, il faut quand même que la meute, quelque part, on se réunisse de temps en temps pour accorder les violents. Voilà, merci.